Et salut à toi très cher investisseur rentable et bienvenue dans cette nouvelle émission des rencontres rentables. Aujourd'hui je me trouve à Lille et on va à la rencontre de Guillaume. Comme tu le sais dans les rencontres rentables, on va à la rencontre des professionnels et des investisseurs qui font le marché immobilier. Et Guillaume est acheteur professionnel, c'est-à-dire que son métier consiste à négocier. Il négocie plusieurs millions d'euros par an, donc il a pas mal de choses à nous apprendre en négociation. Donc c'est parti, je t'emmène, on y va, on est parti. C'est bien là. Guillaume. Ah oui, c'est bon. Salut. Tu vas bien Yann? Et toi? Bah écoute, il fait beau, on est dans le nord, Il tout fait est beau. possible. Oh, c'est violet, dis-moi. Oui, les joies des travaux, d'acheter une maison à des gens qui avaient plein de goût, qui aimaient le violet. Tu ta veste? Je te donne ma veste? Ouais, vas-y. Bah oui, mais les travaux, c'est très bien, les travaux. Ça, je fais acheter pas cher, et puis on peut défiscaliser, on peut faire plein de choses. Et voilà, et puis à la revente, on fait... Une magnifique plus-value Yeah. non imposée pour une résidence principale. Tu serais pas négociateur? Non, 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 c'est pas vrai. Tu veux qu'on se mette où? On va monter. Allez, Allez, je te let's suis. go. D'accord, ok, donc c'est un peu en travaux. Ouais, carrément. Bon, petit café? Ah oui, café. Allez, café. Un café, c'est pas de refus. Hein. Ok. Café, bah tiens. Donc ouais, en bas, tu fais un appart? Oh, oh. Attends, fais pas les choses à moitié. Ah, c'est joli, tiens. Je vais prendre ça. Merci. Long cours? Long, s'il te plaît. Donc en bas, tu fais un appart, c'est ça? Ouais, en dessous, il y a un appart, ouais. Il y a un appart. En fait, ici, c'est ma résidence principale. Ouais. Sur 3 niveaux, donc là, partie nuit, partie jour. Et en dessous, c'est un appart, un vrai studio indépendant. Donc, Ok, donc tu mixes quand même un petit peu la possibilité de louer et la possibilité d'habiter. c'est pas fait pour ça à la base, hein, parce qu'en fait, mes beaux-parents viennent de loin, donc quand ils viennent, c'est pour un bon moment. Mais on peut. On peut. C'est un petit côté pratique. En plus, à côté, t'as le stade de foot, des choses comme ça, si on veut faire du saisonnier. Ah oui. Ah, ça te Sur laisse ce quand genre- même une possibilité de Ouais, sortie. ouais, on a un petit peu. Il y a le métro à 10 minutes, puis t'as le stade après à 10 minutes derrière. Donc sur certaines soirées, si on veut faire un peu de saisonnier avec ça, ça marche bien, quoi. Ouais, puis il y a pas mal d'étudiants en plus dans le coin. Ouais, Villeneuve-d'Ascq, c'est la 3e ville étudiante de la région. 2e, 3e? 2e. Je crois que t'as 20 000 étudiants. Ah oui. Ouais, non. Il y a de quoi faire, t'as quelques T'as universités. des excuses résidence principale alors. Ouais. Ah, j'en ai une autre, c'est que la première des excuses, c'est l'ignorance. Ah non, ça c'est pas vraiment une excuse. Mais tu sais, le montage patrimoniaux pur, c'est-à-dire j'achète, je rénove, parce que c'est ce que tu fais finalement, et je revends, c'est pas non plus déconnant quoi. En effet, si tu veux faire du locatif, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que tu augmentes ta capacité, enfin tu augmentes ton endettement. Mhm. Mais après, là, vu que tu refais tout, tu vas quand même faire une plus-value. Ouais, il y a une plus-value, on l'a acheté un peu en dessous du marché pour ça. Bon, a priori. Deuxième point, c'est que bon, de par mon métier, je gagne pas trop mal ma vie, donc je suis pas là Oui, au niveau très capa bien. d'endettement. Ça m'empêche pas de faire du locatif à côté et de l'achat, quoi. Ok. Alors, tu sais pourquoi je suis venu te voir? C'est pour ton métier justement, parce que Ouais. donc tu es acheteur professionnel, et moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que en fait, ton boulot consiste majoritairement à négocier. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer déjà précisément, parce que j'ai pas tout compris, ton métier, comment ça marche, le volume d'affaires que tu traites, avec qui tu travailles, etc. Alors, je bosse pour un grand groupe de bricolage en Europe, Ouais. qui a un groupe anglais qui a des entreprises dans différents pays, Angleterre, France. Multinational. Ouais, je travaille sur 7 pays en déploiement, c'est-à-dire que lorsque je signe un contrat, c'est déployé dans 7 pays. Ok. Par contre, après, les pays où j'achète différentes choses, c'est un peu plus vaste. Il y a l'Europe, il y a l'Asie. Ouais, parce que tu vas en Chine, Japon, etc. Ouais, principal. J'ai fait beaucoup de Chine, là j'ai un peu arrêté parce que j'ai réorienté, j'achète d'autres choses. Mhm. J'ai fait beaucoup de Chine, beaucoup de Pakistan, ce genre de coin. J'ai habité en Chine, tiens. T'habites en Chine. Ouais, un an. Oh, le choc culturel. C'est autre chose. Ouais, ça. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent, quoi. L'immobilier en Chine, ça doit être violent. Il y a des villes fantômes. Ouais. Il y a des villes fantômes parce que bon, ça après je joue beaucoup sur la partie culturelle dans mes négos parce que je travaille sur plein de pays, quoi. Tu parles pas à un Allemand comme tu parles à un Chinois. Tu m'étonnes. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait le Chinois est très joueur. Donc en fait ils vont mettre un billet,
Ouais. Et puis ils vont remettre un billet, puis ils vont remettre un billet. À un moment, j'étais allé à un casino à Macao, j'ai vu un mec, c'était un étudiant, il a cramé l'équivalent de 3000 euros en 10 minutes, quoi. Ouais. Mais culturellement parlant, ils sont très joueurs. Et en fait, ils ont fait beaucoup de spéculation immobilière. Il y a une vraie bulle qui a explosé, Ouais. et il y a des villes fantômes. Donc en fait, il y a beaucoup de mecs qui sont ruinés. Ceux qui n'ont pas fait ça avec un peu de maturité, c'est la ruine, quoi. Et Ouais. ils ont eu la même en bourse. Et il s'est passé la même chose en Espagne aussi avec des villes qui ont été construites. Ouais, mais c'est pour ça que c'est l'importance d'essayer de faire des montages, un peu réfléchis. Mais c'est vrai qu'en Chine, il y a énormément de jeunes riches, on va dire, de gens qui sont devenus riches du jour au lendemain et qui ont pas mal d'argent à dépenser. Bon, c'est un autre débat, c'est un autre marché. Mais alors toi, du coup, tu négocies des contrats, c'est ça? Ouais. Tu fais des achats? En fait, moi je fais des achats de marketing. Alors qu'est-ce que c'est derrière ce truc obscur? Tu as des gens qui font de la com, du marketing. Leur but c'est de faire de la communication. Okay. Seulement, cette compétence, c'est communiquer. Leur compétence, c'est pas négocier et acheter efficacement. Okay. Donc moi je suis le tandem de ces personnes-là pour dire, bah voilà, ta communication, tu as un budget de 2 millions, finalement ça te coûtera 1,5 million, quoi. D'accord, ouais, ok. Donc les marketeurs, eux, font leur pub, ils préparent, et toi, tu viens vraiment de négocier les contrats. C'est ça. Ok. C'est quoi le volume à peu près de négociations que tu dépenses? Tu vois, le volume d'achat que tu fais pour le compte de ta boîte? C'est gros. Alors je vais parler en livres sterling parce que je rends compte à Londres. Ouais. Ça fluctue selon les années, les taux de change, hein, merci le Brexit. Mais je suis entre 100 et 110 millions par an de négociations. Toi tout seul? Moi tout seul. Bon, alors je crois que tu as des choses à me dire en négociation. C'est très bien. Ok, alors ça m'intéresse vraiment parce que tu sais que dans l'immobilier, et d'ailleurs tu investis toi-même, on en parlera peut-être après, tu sais que dans l'immobilier, la négociation, en tout cas moi sur ce que je pratique et sur ma méthode, on va dire, et sur mes techniques en tout cas, c'est vraiment d'abaisser le prix des biens pour pouvoir faire du cash, pour gagner de l'argent. Et être en sécurité. Et être en sécurité. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est la négo, enfin c'est les techniques. Et moi, j'en ai pas mal d'ailleurs, je vais te dire un peu ce que je pratique. Mais est-ce que toi déjà, comme ça, sans que je t'influence, tu peux peut-être me donner un truc qui fait la diff adapté à l'immobilier, par exemple pour présenter la première offre, ou si jamais tu présentes une offre et que tout de suite la personne ne veut pas négocier, ou quels sont tes meilleurs... Donne-moi un truc croustillant là. Il y en a plusieurs, mais toutes ne sont pas super instinctives. Okay. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des contrats, et ça s'applique totalement à l'immobilier, quand j'ai une partie qui est totalement bloquée dans un contrat, je fais ce qu'on appelle en tactique d'ouverture. Ouais. Bon, les tactiques, j'en ai un peu selon si tu es en ouverture, en train de tâter le terrain, en train de négocier ou de terminer ta négo. Ouais, il y a des phases. Tu as des phases. Et des tactiques, j'en ai un peu plus de 50 au portefeuille, donc il y a de quoi faire. Alors parlons peut-être de... Pour ouvrir, excuse-moi, pour répondre ouais. à ta question, par exemple, une tactique que j'utilise assez souvent et qui marche bien, c'est ce qu'on appelle faire le Père Noël. C'est pas très instinctif quand tu es dans l'acheteur, mais tu arrives, tu poses un cadeau. Et tu n'as pas besoin forcément de donner un truc énorme. Par contre, ça donne une attitude positive. Tu arrives et tu dis, bon, voilà, un exemple à l'immobilier, il n'y aura pas de clause liée à l'obtention du crédit. Okay. C'est un cadeau, de toute façon, tu étais prêt à le lâcher. Par contre, en face, le mec, c'est plus les mêmes dispositions. Là. J'ai déjà fait, ça fonctionne bien. Ouais. Sachant que tu peux dire, il n'y a pas de clause d'obtention du prêt, et finalement en mettre une après. Enfin, pas vraiment finalement en mettre une, mais prendre le risque, entre guillemets, de dire, parce que c'est un petit bien, par exemple, tu sais que tu as la capacité, que le prêt il va passer. Exactement. Par contre, faut pas se rater. Non. Mais tu dis, voilà, t'inquiète pas, il n'y aura pas de clause d'obtention du prêt, et derrière, tu fais quand même une demande de prêt, et le jour du compromis, ou 15 jours après, tu dis, bon, je ne mets pas de clause, par contre j'ai obtenu un prêt, finalement je fais un prêt. Et la personne s'en fout vu que tu as déjà l'accord. Exactement. Exactement. Ok. Quand il ne faut pas se rater. Cette joie de jouer parfois sur les mots, d'être un peu... garder un peu de flou parfois, ça marche bien. Garder un peu de flou. Et il y a un deuxième truc, quand tu me dis cadeau, auquel je pense, c'est le séquestre, tu sais, le dépôt de garantie. Moi tout le temps, j'essaye de ne pas en mettre, parce que c'est de l'argent bloqué, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu en mets là sur le truc que tu es en train d'acheter. Mais ça peut être un cadeau, en disant bon, allez ok, pour prouver ma bonne foi, je bloque 5 €. Alors nous on l'a fait en dernière gratte parce que le propriétaire voulait un séquestre. Ok. Alors nous on a plutôt fini la négo avec mon associé en disant bon ok on est d'accord là-dessus. Au fait pas de séquestre. Hein. En dernière gratte. Ouais. Et le mec il va pas mettre en péril une discussion longue pour un séquestre qui de toute façon en plus le mec en face c'est un investisseur lui-même. Donc il sait très bien que les séquestres finalement... c'est facile de les esquiver à la fin, tu as toujours des offres de refus à montrer.
Donc, mais Et en plus- ça acte les cas. Quoi. Ça Ouais, acte et en les plus, sujets. c'est assez facile à négocier ça. Parce que tu as tout négocié comme tu as dit. Le mec, il faut se mettre à sa place. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois qu'il cherche un acheteur. Il a enfin quelqu'un, ça s'est enfin mis d'accord, etc. Le prix est bon. Le prix tout le monde bon, est d'accord sur tout le le monde prix. est content. Ce qui est quand même le premier truc auquel les gens pensent. Ah, Tu c'est vois. ça. Et tout le monde est content. Il va pas te dire au dernier moment quand tu dis je mets pas de séquestre. Ah bah non, je vais chercher C'est quelqu'un. clair. Surtout qu'il faut re-signer. Ouais, c'est chiant. Franchement, il a pas envie d'un truc aussi chiant, le gars en face. Ok. Alors, donne-moi un autre opener. Donc le jouet au Père Noël. Ok, un cadeau. Il y a l'inverse. Il y a l'inverse. Le non négociable. Ah, ça j'ai déjà fait aussi. Le C'est non- ce prix-là et c'est fini. Alors moi, je le fais pas sur le prix. Je le fais souvent sur le service. Ok. C'est-à-dire que je fais, voilà, alors dans mon métier, il faut fournir tel ou tel produit. Ouais. Bon, j'annonce clairement, non négociable, une fois qu'on a dealé, le délai, c'est 2 semaines. Ah d'accord, tu joues sur les... Sans ça, ça veut dire que ça ne matche pas à ce que je veux, Ouais. donc c'est mort. À l'immobilier, ça peut être, pour reprendre l'exemple du délai, ça peut être, voilà, non négociable, pour pouvoir bien planifier mes travaux avec mes artisans, je veux une signature longue. Ok. Ça se fait. Compromis long. Oui. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce compromis long. C'est vrai que on dit toujours 2 mois ou 3 mois avant la réitération, mais en fait, on peut mettre beaucoup plus long. On peut mettre 1 an, on peut mettre 8 mois. Nous, on a fait 4 mois ou 4 mois et demi Ah. là. Tu peux mettre 1 an. Parce qu'en fait, quand c'est un immeuble à travaux qu'on veut acheter, on en parlera un peu après. Ouais. Et le truc, c'est que les artisans n'étaient pas dispo. En fait, on a dû jongler avec les d'accord. disponibilités des artisans qui nous disaient bah non, ce mois-là, ils étaient tous jusque-là niveau planning. Donc ça servait à rien d'avoir le bien 1 mois avant, parce qu'en plus, les gens n'auraient pas pu bosser. Ah ouais. Donc ça veut dire que tu payes plus de taxes foncières, ça veut dire que tu dois faire tes reports de mensualité, mais tu perds 1 mois de cash dès derrière. Donc finalement, on a préféré dire bah non, on veut une vente longue. Ouais, t'as fait traîner l'achat. Ouais, c'est ça. On l'a dit au moment du deal, en fait. On veut une vente longue. Voilà. Ok. Bah Ça, ça marche très bien. Ça, c'est un autre opener qui marche bien. Ouais. Ok. Ok. Moi, j'ai souvent le cas tu commences à négocier, mais tu négocies pas direct avec le vendeur. Il y a l'agent immobilier au milieu. Est-ce que tu as Les intermédiaires. voilà, est-ce que tu as des tips quand tu as un intermédiaire au milieu? Ouais. Des tips, je sais pas, mais une attitude à avoir sûrement. Faut comprendre l'intérêt du bonhomme en face. C'est un intermédiaire. Donc le mec, il veut toucher sa com. Ouais, clairement. Il veut que son sujet soit clôturé vite, comme ça il a vendu son bien et il peut donner un peu plus de temps au bien un peu plus compliqué, des choses comme ça. Mhm. L'intermédiaire devient, c'est pas un opposant. Lui, il veut son deal, il veut sa com, il veut que ça se fasse. Donc en fait, l'intermédiaire n'est pas un opposant, l'intermédiaire devient un ambassadeur auprès du vendeur, du proprio. Donc partant de ça, il faut réussir à convaincre l'intermédiaire, parce que si lui-même n'est pas convaincu, bon, je sais qu'il y a des cas d'agents IMO qui ne présentent même pas certaines offres, notamment massacrées, ce qui est un scandale, parce que c'est pas leur rôle de décider de ça à mes yeux. Ils sont censés présenter toutes les offres. Censé. Théorie, pratique, tout ça. Et le truc, c'est que tu as des agents IMO qui évaluent plus cher pour avoir le mandat. Et donc, moi, je comprends en fait leur philosophie derrière, c'est que tu leur fais une offre massacrée. Donc, du coup, ils se disent, si je la présente, je vais passer pour un imposteur par rapport au vendeur parce que moi, je l'ai évalué beaucoup plus cher et que j'ai une offre beaucoup moins chère. Et ça, c'est le problème de l'agent IMO qui veut faire du volume de mandat et qui signe et qui signe et qui signe. C'est clair. C'est pour ça que le mec, il faut le convaincre. Si j'ai un bien qui est annoncé à 200 000, que le prix sur le marché c'est 150 et que tu fais une offre à 100, Bah, sans même. il faut documenter. Il faut convaincre le mec en face. Alors pour ça, ce qui marche bien, ça rentre un peu dans les non négociables. Ouais. C'est de dire voilà, si jamais vu la localisation du bien, parce que c'est une zone un peu compliquée, il te faut du 12%. Ouais. Et ben tu dis c'est pas compliqué. Moi sur mon profil investisseur, pour que je rentre dans mes clous, pour que ce soit un investissement jugé rentable par rapport à mes autres produits, je dois atteindre 12%. Sinon, ça sert même à rien qu'on aille plus loin. On perd notre temps. Vous perdez votre temps, vous êtes très occupé. Je perds mon temps, je suis super occupé. Tant pis, ça ne matche pas, on verra sur autre chose. Mais donner une raison et souvent quelque chose d'absolu, le mec en face, il va comprendre. Surtout que par exemple, s'il vend des immeubles. S'il vend des immeubles, ça veut dire qu'il est habitué à avoir un investisseur en face de lui. Rares sont les gens qui font... Qu'on veut un peu de la lumière. Ouais. Ah, il y en a aussi, mais bon, c'est vrai que... Un peu moins quand même, non? Bah, le problème de l'agent immobilier, ou même de l'agent commercial ou du négociateur, on les appelle comme on veut, parce que suivant s'ils ont une carte, etc., mais sans rentrer dans les détails, le problème c'est qu'il y a tout, quoi.
Il y a du bon et du très mauvais, du qui fait ça depuis une semaine, du qui fait ça depuis 10 ans, Comme dans du tous les qui métiers, investit lui-même et qui investit pas lui-même. Un qui investit lui-même, il n'y a pas de problème. C'est facile, entre Il guillemets. va comprendre. Il va comprendre. Tu lui dis, voilà, moi je veux de l'autofinancement. Moi j'évite de leur parler de cash flow, de machin. Je reste relativement simple, comme avec la banque. Je dis autofinancement bancaire, voilà, je veux que mon crédit soit couvert. Comme ça, ils arrivent à comprendre. Même celui qui investit pas lui-même arrive à comprendre. Mais en effet, il faut le convaincre. Limite, finalement, quand tu négocies avec un intermédiaire, tu négocies avec lui et même pas avec le vendeur. Parce que lui, il va répéter tout ce que tu lui dis, normalement. Ce qui marche bien, c'est de faire intervenir un ogre. T'en avais déjà parlé, je crois, tu l'avais présenté autrement. Ouais. La puissance supérieure. La puissance supérieure. Ça m'avait marqué dans une de tes vidéos, Ouais. c'était rigolo. En fait, là où tout à l'heure, je disais au bonhomme, je prenais comme exemple, voilà, attention, mon seuil de renta, c'est 12, ce qui reste quand même pas le plus bas du marché, ça reste assez élevé. Le mec, encore dans sa tête, pourrait se dire, ouais, il abuse, ça tombe, il me dit 12, mais il prendra 10, il prendra 11. Tu peux tourner ça autrement, en disant, voilà, je suis un vendeur sérieux, je suis un acheteur sérieux, pardon, mais mes banques me suivent sur autant. Tout le temps, la puissance supérieure. Mes banques me suivent sur autant. C'est ça. Au-dessus, moi j'appelle ça l'ogre. Au-dessus, tu as un ogre. Le mec qui est prêt à te bouffer ou qui va justement te piquer ta bouffe C'est ça. si jamais t'es pas dans les clous. Mm. Donc tu te dois d'être dans les clous, sinon t'es parti. Et c'est lui qui décide. Ouais. Et en fait, dans la tête Tu envoies la balle. C'est ça. Et dans la tête du Carrément, vendeur, ça marche bien, ça. c'est plus toi qui décides. Tu as un décideur au-dessus finalement. Ouais. Et en effet, moi je dis souvent, j'utilise, tu me diras si toi tu le fais, c'est-à-dire que je vais délayer. C'est-à-dire, par exemple, on est en train de négocier, etc. Et puis, je tombe sur un prix qui est pas loin de ce que je veux. Je dis, bon, je le fais pas voir, moi je suis content. Je dis, bon, faut que je vois avec la banque, c'est eux qui prennent la décision finale, je suis investisseur, j'ai beaucoup de dossiers en cours, nanana. Même si c'est pas vrai du tout. Hein. Ouais, Et puis je laisse passer un jour, 2 jours, et je rappelle, je dis, bon, j'ai vu avec la banque, donc la puissance supérieure, voilà. On est encore un tout petit peu haut, mais franchement, on n'est pas loin de ce qu'ils peuvent me prêter sur ce dossier-là, donc il faut encore faire un micro-effort, et hop, je gratte encore un petit peu. Hors cadre immobilier, tu sais que j'ai réussi à illustrer cette technique-là quand je négociais en Chine. Ouais. Mythique, un vrai jeu de rôle. Vas-y, raconte. J'étais dans une pièce, il y avait 2 pièces. Ouais. Dans la première, j'étais avec mon potentiel fournisseur, je négociais des deals. Puis les prix, ça m'allait pas. Et ma chef était connue comme étant un dragon, tu vois. C'est la nana qui fait peur, qui gueule, machin. Et elle était dans la pièce d'à côté. Je vois le fournisseur, je fais, ah putain, c'est compliqué. Ce que tu me demandes, c'est pas simple. Bon, je sais que c'est pas simple pour toi non plus, mais bon, faut qu'on trouve un terrain d'entente, quoi. Je fais, écoute, je vais faire mes calculs. Je prends mes papiers, je reviens. Je vais dans la pièce d'à côté, je vois ma chef et je fais, bon, écoutez, pourrissez-moi la gueule. Elle me regarde, elle me fait, Gueuler quoi très fort. Quoi? Elle me fait, je fais les prix, ça va pas. À côté, tous les fournisseurs, ils ont peur de vous. Démolissez-moi. Et là, elle a commencé à me démolir en public. Enfin, le mec qui était dans la pièce d'à côté, il voyait rien. Et heureusement, parce que nous, on avait la banane jusque-là, quoi. Ah, elle a crié. Démoli. Ah, Guillaume, qu'est-ce que c'est que ces prix? C'est quoi ce bordel? Enfin, la totale, quoi. Et du coup, les autres gens du bureau, Ils sont devenus blancs. mes collègues qui n'étaient pas au courant, les collègues chinois sont devenus blancs, ils sont allés voir la nana, ils sont allés voir le fournisseur en disant « Mais qu'est-ce que t'as fait, Guillaume? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de prendre trop cher, tu sais que ça bosse, c'est une terreur. » Les mecs, ils ne le savaient même pas. Et je reviens en réunion, j'ai fait le meilleur deal de ma vie. Un des meilleurs deals de ma vie parce que les mecs, ils ont eu un peu pitié, quoi. Ouais, il y a eu de l'empathie qui s'est Ouais, mise. c'est ça. T'as créé un peu de l'empathie, une forme d'émotion, une forme de compassion. Un des meilleurs deals de ma vie. C'est dingue ce que tu peux faire en égo. Souvent, tu C'est sais. un jeu. Ouais, mais toi, tu le sais parce que c'est ton mon métier, travail. c'est mon métier. Mais les débutants, croient pas souvent. Je dis, mais Ouais, vous c'est pouvez avoir du moins 20, du moins 30, du moins Ouais. 40. Même quand il y a des travaux et que c'est objectif. Bah, bien sûr, hein, sur un truc neuf, ça, c'est pas Oui. possible. Mais du moins 50. Enfin, c'est dingue ce qu'on peut arriver à avoir en négociation. Mais c'est pour ça que ça me fait marrer depuis tout à l'heure, parce que la négo, c'est un jeu. Donc en fait, il faut le prendre avec le sourire, C'est avec ça. la banane. Alors après, tu joues ton jeu. Parfois, c'est du théâtre, tu vas jouer le mec déçu, le mec triste, le mec pas content, tout ce que tu veux. Mais moi, rien que d'en parler, ça me fait marrer, quoi. C'est ludique, la négo. Et il faut pas le voir autrement. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je dis un truc, tu me diras si tu es d'accord, c'est que dans une négociation, l'acheteur et le vendeur sont déjà d'accord. La seule chose sur laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est le les prix. les conditions. Mais ils sont déjà d'accord. L'acheteur veut acheter, le vendeur veut vendre. Donc il n'y a que les conditions qui bloquent. Mm. Donc finalement, faut le présenter. Si toi, dans ta tête, tu as ça, tu penses à ça, ben, tu vas le présenter aussi, ça va t'aider à le présenter de la bonne façon, tu sais. Ouais, dans l'immobilier, je suis d'accord. Moi, c'est pas toujours le cas dans mes Ouais, métiers. toi, c'est peut-être pas le cas. Ouais. Mais dans l'immobilier, tu as raison. Dans l'immobilier, tout le monde est d'accord Bah, tout le finalement. monde est d'accord. Le vendeur veut vendre, toi, tu veux acheter.
Donc il faut juste voir un peu ses conditions. Mm. Et si tu arrives avec cet état d'esprit, je sais pas, tu rayonnes une espèce de confiance, une espèce de, De la je sais pas, de bienveillance. bienveillance, ouais. Bienveillance. Et justement, ça passe mieux, c'est plus simple. Mm, mm. Même si tu fais des offres massacrées. Et c'est vrai qu'au début, c'est dur. Hein. Toi, côté professionnel, comment tu as été formé? Comment on se forme à ça? Il y a quelqu'un, tu as suivi J'ai pas fait d'école de commerce. Ouais. Donc en fait, j'ai une partie formation sur le tas parce qu'à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Ouais, mais tu as suivi un mec qui t'a montré Ouais, alors, à la base, en fait, j'ai fait de l'achat qualifié d'industriel, l'achat Ouais. technique. C'est-à-dire que quand j'ai acheté du textile en Asie, j'achetais pas le t-shirt. J'achetais la balle de coton, la prestation de filature, la prestation de teinture. Et parce que je maîtrisais les machines, je pouvais maîtriser les coûts. Et à la fin, je disais au mec, bon, ta marge, c'est combien? Maintenant, on parle de ta marge, exclusivement de ta marge. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la négo. Par contre, après, pour les négociations, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc en fait, l'approche, là où moi j'avais une approche ingénieur-industrie, j'ai dû orienter sur certains sujets avec une approche purement commerciale. Où là, tu étudies ton marché, tu regardes le langage corporel du mec en face. Parce que là où avant, j'avais toutes les cartes en main, je faisais le prix du bonhomme et je lui disais, maintenant on parle de ta marge. J'ai dû avoir un éclairage un peu différent du sujet parce que justement, j'avais pas toutes les cartes en main. T'as acheté un produit fini. J'ai acheté un produit fini ou une prestation, des prestations de consulting, de la logistique, un flux de conteneurs. Tu peux pas le chiffrer, quoi. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'ai dû, là par contre j'ai été formé. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à identifier quand le mec est au bout? C'est-à-dire que tu n'auras plus rien. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, putain, je l'ai pressé comme un citron, je peux pas faire mieux? Ouais, 2 éléments. Premier, l'étude de marché. Ouais. Parce que dans mes métiers, et ça se fait aussi en immobilier, exemple en immobilier, si jamais le prix du coin c'est pour un endroit à bien équivalent, si jamais le prix du marché t'es à 3000 du mètre et que tu arrives à négocier je dis au pif 1800, et que le mec fait la tronche, bon, tu sais déjà que tu as fait une belle négo. Surtout si en face tu as un profil professionnel ou semi-professionnel, quelqu'un qui investit, qui sait ce qu'il fait. Voilà. Moi, j'utilise pas mal le langage corporel, sinon. Alors là, c'est compliqué, mais c'est très intéressant. Tu vois des postures. Les gens font pas gaffe. Les gens font pas gaffe. Quelqu'un qui va croiser les bras, c'est un signe que la personne se ferme. En effet. Ouais. Quelqu'un qui va, ça va être un regard fuyant. Ça va être quelqu'un. Il y en a qui font pas gaffe. Hein. Ils se pincent les lèvres. Les mecs font pas gaffe. C'est signe de stress, c'est signe de stress, c'est signe de malaise. Ouais. Alors après, ça dépend de ce que tu attends de ta négo. Moi, j'ai des négos où je cherche absolument à éviter ça, parce que la personne en face, je veux un partenariat. C'est pas un one shot. C'est pas un coup et puis on a fini. Donc quand je cherche un partenariat, je pousse ma négo parce que je bosse aussi pour moi, c'est normal. Mais je cherche à éviter ça. Et à l'inverse, dans des situations où tu n'as aucune pression de ton côté, si jamais tu as le bien, les biens, il y en a plein sur le marché. Typiquement, l'achat immobilier, ouais. Tu n'as pas de pression sur ton côté, tu y vas, quoi. Tu y vas, et puis j'utilise pas mal le langage corporel pour ça. Mais ça s'apprend. Hein. C'est pas super compliqué, en fait. Il n'y a pas besoin d'être ultra mature. Ouais. Mais il n'y a pas besoin d'être ultra mature, surtout dans l'immobilier où en face de toi, tu as beaucoup de profils qui ne sont pas des négociateurs pros. Moi, dans mon métier, c'est un peu différent, parce qu'en face de moi, sur certains sujets, je négocie des contrats. Un contrat, parfois, il y a 20 millions sur la table. Donc, oui, donc les mecs, ils savent ce qu'ils font. Ouais, en face de moi, j'ai le leader de meeting, le technicien et le mec qui va jamais parler. Le mec qui va être là juste pour m'observer. Il écrit? Bien sûr, des fois. Bien sûr. Et puis les mecs, ils ont tous leur PC en face, avec un système de messagerie interne. Donc en fait, le mec, l'observateur, il envoie des messages au mec à côté en disant « Attention, là, il s'est peut-être pas bien comporté, là, tu as touché une corde sensible, voilà. » Et je le sais parce qu'en fait, je fais pareil. Moi, j'ai des gens à côté de moi. Selon la taille de mes meetings, parfois, je les fais tout seul parce que c'est des sujets que j'estime petits. 1 million. C'est plus les mêmes niveaux de négociation. C'est ça. Mais par contre, sur certains gros meetings, à côté de moi, j'ai vraiment un spécialiste métier parce que moi, j'ai des connaissances parfois que générales. Oui. Et j'ai besoin d'un pro. Et parfois, j'ai un observateur. Et parfois, c'est moi l'observateur aussi. Ça, on alterne parfois les rôles. On alterne parfois les rôles parce que il faut pouvoir faire ça. Faut connaître. Quand tu observes, je pense que tu vois beaucoup plus. Je l'ai fait cette semaine. Hein. Ouais. Je l'ai fait cette semaine, ce rôle d'observateur sur une négo. Celle-là, c'était en euros, 16 millions d'euros.
Et j'en fais pas tous les jours, des comme ça. Sur 16 millions d'euros, les pourcentages sont plus les mêmes. Quand tu gagnes 10%, ça commence à être intéressant. Tu serais surpris dans certaines grandes entreprises où des négos à, pas 16, mais des négos à 8-10 millions, parfois je fais du 20%, quoi. Putain. Et sur certaines négos, parfois, c'est con, mais sur 16 millions, je fais 1%, c'est 160 000 euros, la boîte, elle est contente. Hein. Ouais. Ça dépend de la maturité de tes sujets. C'est ça qui est magnifique en négo, c'est que rien n'est impossible. Et si tu mets bout à bout, alors toi sur ta carrière c'est encore plus fou, mais si tu mets bout à bout toutes les négos que tu as faites et l'argent que tu as fait économiser à ta boîte, je pense que c'est un truc de dingue. Et dans l'immobilier c'est la même chose. Si tu mets bout à bout tout ce que tu as gagné en négo, enfin, tout ce que tu n'as pas dépensé, c'est des centaines de millions, de milliers, on va rester sur des milliers, c'est des centaines de milliers d'euros quoi, sur une carrière. C'est dingue. Ça peut même si tu commences à être un gros investisseur. Les petits ruisseaux, ça fait les grandes rivières. Ah, c'est exactement ça. Et puis après, tu as les effets, c'est exponentiel après, parce que l'argent que tu as gagné, il investit ailleurs, il fait des petits, donc c'est pas linéaire. Quoi. Exactement. Là, tu tapes le ciel. Quoi. Ok, écoute, ça me semble pas mal. On a parlé de ton immeuble. Ça serait bien. Est-ce que tu crois qu'on pourra aller jeter un œil dans le quartier Dans le quartier, pas de problème, Ouais. c'est pas très loin. J'ai pas encore les clés. Okay. On est en phase de compromis, là, on est en train de chercher les financements. Okay. Donc, mais dans le quartier, il n'y a pas de souci. Bon, on ira jeter un œil, comme ça tu me parleras un petit peu de cet immeuble. Zone étudiante. Ouais. T'as négocié, j'espère? Non, jamais. Vas-y, juste pour teaser le truc, prix de départ et la négociation que tu as obtenue? On a fait moins 30 000 euros. Moins 30 000 euros. Sur un immeuble qui a acheté à 145 au final. Okay. Mais en face, c'était déjà un investisseur et le bien était déjà rentable. Donc il faut toujours contrebalancer ça. Bon, on parlera des chiffres alors. Ouais. Je te dis, une de mes plus belles négos, c'est celle où j'ai pas négocié. Mais ça, c'était dans mon métier. Ah oui, tu m'en as parlé de ça. Vas-y, c'est quoi l'histoire? En face de moi, j'avais un fournisseur, c'est un monopole. Ouais. C'est-à-dire que je devais donner mon produit à ce gars-là. Et le pire, c'est qu'il le savait. Oui, il y a lui qui avait lui sur le marché. Il avait vraiment toutes les cartes en main, quoi. Bon, ça, ma chef, elle l'a jamais su. C'est le même dragon de tout à l'heure. Ah, d'accord. On va pas lui dire. J'ai changé de boîte depuis, tu peux lui dire. Ok, donc t'as pas négocié, qu'est-ce que t'as fait? En fait, tu pouvais pas négocier. C'est ça. Finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais braquer le bonhomme. Il va se vexer, il va pas être content. Il va me démolir. Tu l'as surpris? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai tendu un contrat blanc. Un contrat blanc? Tu lui as dit c'est bon, je prends. Je lui ai tendu le contrat. Je fais t'écris ton chiffre, je signe. Ouais, donc tu l'as violé l'esprit. Ils attendaient à une négociation et tu lui as dit fais ce que tu veux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le mec savait qu'il était tout seul sur son marché, il savait que j'avais besoin de lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais négocier un prix, le mec il me fait non, non, non. Puis à la fin je signe quand même. Ouais. Donc j'ai perdu toute crédibilité pour rien gagner. Okay. Aucun intérêt. Donc le gars je le connaissais un peu quand même, hein. Je fais pas ça avec un inconnu. Hein. Donc le gars, il a écrit son chiffre. J'ai signé sans regarder. Je fais, écoute, t'as choisi, je te fais confiance. Tu dois bien gagner ta vie sur ce produit, et puis c'est normal. À ta place, j'aurais fait pareil. Par contre, à côté, je veux pas un problème de délai, je veux pas un problème de qualité, je veux que ce soit du papier à musique. Pas un souci. J'ai jamais eu un problème. Est-ce que finalement, il t'a fait un bon prix quand même? Il gagnait bien sa vie, mais il m'a pas défoncé. Et c'est ça, souvent, en égo, on ne se rend pas compte que le truc, c'est qu'en fait, souvent, il ne faut pas hésiter à demander plus que ce que tu peux avoir ou demander quelque chose sans préciser. Il y a un truc qui marche bien, moi, que je fais, c'est de dire, et tu vas me dire si tu pratiques ça, c'est de dire, le mec te dit son prix, et tu dis, oula, non, c'est pas possible, tu joues un peu le truc, et tu dis, il va falloir faire mieux que ça. Et juste cette petite phrase, il va falloir faire mieux que ça, ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celle-là, elle marche bien aussi. Du coup, le mec se dit, bon, alors attends, je dis des conneries, tu vois, bon, j'ai dit 150, bon, je vais dire 130. Alors que peut-être que toi, tu prévoyais moins, tu vois. Enfin, tu lui laisses prendre l'initiative de baisser son prix. Et après, tu commences ta négo. Donc en fait, tu as gagné un coup, tu as un coup d'avance. Tu n'as pas dit un chiffre en dessous et hop, on s'aligne. Tu lui dis, il faut faire mieux, et tu le laisses prendre la première décision, et après, tu commences à négocier. Ouais. Ça marche bien, ça. Et en fait, répète-moi ta phrase que tu as dit. Il va falloir faire mieux que ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et dans cette phrase, bon là après c'est un peu psychologique, mais c'est toute la différence entre cette phrase, il va falloir faire mieux que ça, et la phrase que tu peux entendre à côté qui fait, ça ne suffit pas. Positif. On construit quelque chose ensemble. C'est ça.
Ne serait-ce que de poser une négation dans la phrase fait qu'en face, le mec va se refermer un peu plus. Alors, c'est pas ça qui va changer drastiquement ta négo en général, mais c'est les petits points, Ouais, les petits points qui, mis bout à bout, vont faire que le plateau penche petit à petit. Puis à un moment, tu touches. Mais ça, il y en a plein, la théorie l'influence des couleurs sur la personne en face de toi. Ça, c'est marrant aussi. Comment tu t'habilles? Ouais. Ah ouais? Ouais. Rouge? Ouais. Rouge, c'est une couleur de pouvoir, c'est une couleur de domination. Ok. Quand Obama s'est fait élire, sa Ouais. femme, elle était en rouge. C'est vrai. Regarde. Ouais. Regarde la tenue de Michel. Et faut pas croire, hein, c'est pas au hasard. Ah bah là, ils ont 50 000 communicants autour d'eux. Ouais. Tu vois, les couleurs, ça a une influence sur la personne en face. C'est pour ça que quand tu vas par exemple, dans les locaux de Google, certaines réunions vont être dans une couleur, parce que ça va être des salles de réunion sont dans une couleur, parce qu'en fait, ça va faire que les gens cette couleur va les influencer pour qu'ils se concentrent. C'est les réunions, il faut aplatir du boulot, il faut avancer. Et à l'inverse, tu as d'autres salles de réunion où la couleur sera totalement différente. C'est des salles dédiées au brainstorming, la créativité, il faut que ça parte, machin. Les couleurs ont un impact énorme. Tiens, en parlant de Google, un exemple aussi. Google, on est un peu leur client. Ouais. On est les utilisateurs, donc une partie des clients. On est des gens qui ont activé les pubs, des choses comme ça. Ok. Google Angleterre a fait un test en live il y a quelques années, je te retrouverai les stats, où ils ont changé la couleur des boutons de publicité. Tu sais, les liens de pub, les boutons de pub, ces trucs-là. Ils sont passés d'un gris à un bleu ou l'inverse. Voilà. Et je crois que ça leur a généré plus de 100 millions de livres par an. L'influence de la couleur sur la personne en face, donc là c'est du business, mais ça marche aussi quand tu es en face-to-face avec la personne. Alors en égo, quelle couleur tu dirais? Moi j'aime bien le rouge. Rouge? J'aime bien le rouge. Et bleu, non? C'est pas une couleur positive le bleu? C'est pas... Je sais pas. J'estime ça plutôt froid. Okay. Alors ça dépend après de la relation que tu veux poser avec le bonhomme en face. Moi j'aime bien le rouge parce que c'est une couleur de domination, c'est une couleur de pouvoir, c'est une couleur force. Ça renvoie, tu sais ce que tu fais, etc. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, ça a l'air stupide comme ça. J'imagine trop les gens qui disent le rouge, le rouge. Oui, mais c'est tous des petits trucs. Mais c'est ça, c'est et sur des dizaines de négociations, et voilà. Ça fait une diff. Ça fait la différence. Même si c'est 1%, sur toute ta vie, toutes tes négociations, les réussis, les ratés, ça fait une différence. Bon, maintenant, dès que je fais une négo en immobilier, si je vois tous les mecs arriver en rouge, je me poserai pas de questions. Ok, la prochaine fois, je me mettrai en rouge, c'est sûr. Ok. C'est des petits plus. Il y a un truc qui me rend fou en négociation. Dernière chose que je veux à tout prix partager avec toi. Couper la poire en deux. Tu coupes la poire en deux? Ah, ça te parle ça. Moi, ça me rend dingue de couper la poire en deux. Non, faut pas couper la poire en deux. C'est une des techniques pour finir. Mais c'est vraiment une technique... On va dire que c'est celle que tout le monde connaît. C'est ça. C'est celle que tout le monde connaît. Mais à l'inverse, quand tu vas proposer 100, que lui va proposer 120 en espérant finir à 110, à 110, et ben on a aussi le droit de dire non, c'est 100. On a aussi le droit de dire 100 non. Ou non tout court. Voilà. Oui, il va falloir faire mieux que ça. Ouais, ça me rend fou de couper la poire en deux. T'es à 90, le mec il est à 100, bon on coupe la poire en deux, 95. Bah non, 92. Bah non. Voilà. Pourquoi est-ce que je ferais un effort? Moi je t'ai donné mes conditions, il n'y a pas de raison. Moi écoute, je gère un business, je fais pas ça pour la gloire. Les gens perdent beaucoup d'argent à couper la poire en deux. Oui. Dans certains meetings ça fait sens, mais on va dire c'est un peu la fin facile, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Et vraiment, en IMO, moi, au début, je le faisais, comme tout le monde, tout débutant. Maintenant, je me fais violence. Tu vois, le mec te dit toujours, bon, on coupe la poire en deux. Bah non. Non. Attendez, je vais voir avec ma banque. Et demain, je vous dis. Alors attends, je me fais passer un savon par ma chef de la salle d'à côté. Exactement. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et il y a un truc aussi qui fonctionne très bien. Je sais pas si toi, dans ton boulot, c'est possible. C'est le prix précis. Tu connais ça? C'est-à-dire, je reprends mon exemple. Le mec te dit 100, toi tu dis 90. Donc on coupe la poire en deux, 95. Ah non, je vais voir. Non, 91 800. Voilà, c'est ça. Le prix précis. Mais ça c'est pareil. Le truc c'est que que je le fais, je laisse passer un peu de temps pour faire, voilà, j'ai fait tous mes calculs, etc. Et en effet, 91 800. Je peux pas aller plus loin, j'ai tout donné, regarde, mes poches sont vides, je suis allé au maximum. Et dans la tête du mec, ça fait, le prix est tellement précis que ça peut pas être, c'est obligé, c'est pas du bluff. Tu vois. Alors, ça peut aussi se faire en live. Mais il faut l'amener un peu autrement. En live, j'ai jamais fait. En live, en fait, je prends la calculatrice. Ok. Je prends la calculatrice en meeting, c'est con, mais un calcul de renta brut, c'est très simple, ça se fait en 10 secondes à la calculatrice. Ouais. Alors, je prends la calculatrice plutôt que le téléphone. La calculatrice a un impact. Ouais, ok. Donc, une petite calculatrice, un truc à 2 balles. Et puis,
je sors le discours autrement. Je fais, voilà, moi, ma banque, mon conseiller, estime que le dossier est rentable à 10% ou 11%, on s'en fout. Et maintenant, paf, 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 paf. Et le prix a parlé. Le prix a parlé. Ok. Voilà, maintenant tu l'as, ton prix précis, il est pertinent, il est justifié et tu as annoncé le fait que dans tous les cas, tu es 1 euro au-dessus, on ne te suit pas. C'est ça. Ça se fait aussi en live. Tu es un investisseur et puisque c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est toujours bien de répéter ça. Je suis quelqu'un de sérieux, je suis un investisseur, ma banque me suit, mais il y a des conditions. Ok. C'est intéressant. En live, ça se fait. Ah, en live, il faudra que je le tente. Prends la calculatrice, c'est J'en magique. ai une belle en plus là. L'effet de la calculatrice, c'est magique. Ouais. Par contre, donc il faut préparer ton opération avant. Ok. Prépare ton opération à l'avance. Comme ça, tu la tapes en live et tu fais bon, voilà. Ouais, il faut l'avoir préparé. Ouais. Voilà, bon, moi j'estime la renta, le loyer hors charge, c'est ça. Bon, prix d'achat, frais de notaire d'acquisition, tous ces trucs. Pouf, travaux, machin, ratio. Non, là, tu vois, je suis pas bon. Je suis désolé. Des fois, je le fais avec l'agent IMO, mais sans la calculatrice. Je le dis, tu vois. Je dis, 20 000 de travaux, mais je pense que ça fait encore plus d'impact avec la Ça fait comptable, ça fait financier. Ah, ça fait mec qui encore plus sérieux. Et puis, en plus, tu connais ça par cœur. Donc, en fait, la calculatrice, tu tapes tellement vite oui, que le mec, il voit que tu maîtrises ta bille. Et puis, il voit que tu vas pas taper des trucs au pif. Et puis après, il me fait, ah bon, comment vous avez fait et tout. Parce que, par exemple, il y en a plein qui savent même pas calculer une renta brute et qui mettent les charges dedans. Tout à fait. Mais les charges, c'est pas un revenu, puisque tu le sais puisque c'est pas un revenu, les charges. Donc il faut prendre les loyers charges. Et souvent ils font l'erreur. Mais tu fais, bah non, si, regardez, juste pour vous le montrer, je le refais en live devant vous. Oui, souvent d'ailleurs, ils te font des calculs de renta qui n'ont rien à voir avec la bidon, pas de frais de notaire dedans, pas de charges. Les frais d'agence, ils s'arrangent comme ils veulent. Voilà. Donc non, refaire en face, montrer. Et habiller en rouge. Toujours. Trop le tenter. Ok, alors qu'est-ce que tu fais du coup? Alors question perso qui n'a rien à voir. Ouais. Enfin, quand tu as fait ta semaine, en plus tu voyages beaucoup, tu négocies des millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends pour te détendre au bout d'un moment? Quand tu rentres chez toi tu fais des travaux déjà? Ouais. Là, je vais faire surtout ici. Ouais, ok. En partie. Je fais un peu d'escalade, un peu de tennis. Avec ma conjointe, on a un cheval, donc on va se balader avec le cheval aussi. Cool. Bon, moi, je monte pas, mais on fait ça à pied pas mal. Ouais. C'est un cheval de compagnie. Ouais, de compagnie, peut-être pas non plus, mais elle monte. Moi, non, mais par contre, on fait des balades le cheval en main, des choses comme ça. Cool. Super sympa. C'est où? C'est loin? Un quart d'heure. On peut y aller? Ouais. Ah, je veux trop voir ton cheval. Si tu veux. On y va? Ouais, pas de problème. Allez, bah vas-y. Allez, let's go. Allez, tiens, je te rends mon café. Ouais, laisse là. C'est bon? Ouais, t'inquiète, je débarrasserai tout à l'heure. Allez, let's je go. veux trop voir ton cheval. Si tu veux. C'est quand même marrant d'avoir un cheval dans la vie. Chacun ses loisirs. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, ma conjointe bosse dans l'équitation et quand on a quitté Paris, parce qu'avoir un cheval à Paris, je te laisse imaginer. C'est un peu compliqué. C'est un peu chaud, ouais. Et du coup, on a dit, bon, on vient ici, on achète un cheval. Ok. Voilà. Moi, j'ai un chat. Et j'ai un lapin. Okay. Challenge. T'as un lapin et un cheval, alors excuse-moi. Ouais. Super passif, le cheval. Ouais, passif, ça mange, ça boit, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais bon, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est un loisir quand aussi. tu peux te le permettre, tu le fais. Hein. Ouais, moi, je vais te dire, je fais du planeur, de l'avion, donc ça coûte cher aussi, mais ça mange moins. Ah si, ça mange de l'essence, remarque. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, on disait, c'est vrai que finalement, ici, le mec qui a toute l'écurie, les box, etc., c'est aussi un investissement pour lui. Ah, il y a une petite histoire un peu marrante là-dessus. En fait, c'est une ancienne laiterie. Et quand il a dû se mettre aux normes imposées par Bruxelles, il avait déjà quelques box. Ouais. Il a fait, vas-y, ça coûte trop cher, ça me casse les couilles. Donc en fait, il a totalement arrêté son activité de laiterie et puis il est devenu vraiment écurie, quoi. Ouais. Et puis il a investi là-dedans. Il avait 40-45 box. Cet été, ils ont construit un nouveau bâtiment. Il en rajoute encore 40-45. Ouais. Et donc en fait, c'est une ancienne ferme. Ouais. Donc il a fait plusieurs trucs. Il a pondu un nouveau bâtiment, il a rajouté des box, fait de l'invest. Un box, c'est 350 € moins. Ouais. Donc maintenant, il y en a 80, 90. Ouais. Ça fait une belle rentabilité, je pense. Ça marche bien. Et donc, j'aime bien me demander à chaque fois que je vais quelque part, le marché local. Donc ici, on est pas loin de Lille. Oui. Le marché lillois et tout le tour, le marché du Nord. Est-ce que tu peux nous parler Merci pour le cliché. Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités? Ouais. Et Lille, c'est très tendu, intramuros. Alors Lille, c'est une petite spécificité. C'est comme Paris, il y a le fameux encadrement des loyers. Encadrement des loyers, ouais. C'est très chiant.
Et en fait, les rentabilités en Lille-Centre, à part dans peut-être 2-3 quartiers, c'est vraiment compliqué. En plus, Lille est une ville qui est très endettée. Donc les taxes, habitation, foncier... J'ai fait le tour en arrivant hier, je suis arrivé hier, et c'est vrai que des formations professionnelles, chaque fois que je vais quelque part, je regarde les prix, Ouais, je m'arrête dans une on a agence, tous le réflexe. Hein. voilà, je récupère les petits fascicules et tout. Et en effet, j'ai trouvé ça très cher en intramuros, sachant qu'il y a l'encadrement des loyers. Donc forcément, si on paye cher et qu'on loue peu cher, c'est compliqué. Par contre, en périphérie, ça me semble... T'as des choses sympas. En fait, Lille est une ville très... Enfin, l'agglomération lilloise Ouais, est très étendu, étudiante. C'est très étudiant, tu as des choses à faire. Là, par exemple, notre immeuble dans la ville, c'est Roubaix, on va aller après. Ouais. C'est 11% de population étudiante sur une ville de 100 000 têtes. Donc, c'est pas mal. Tu as 10-11 000 étudiants. 10 000 étudiants, ouais. Ça vaut le coup. Que des étudiants du supérieur, hein, je parle pas d'autre chose. Tu as pas mal de saisonniers. Saisonniers, ça marche bien. Puis après, tu as plein de choses. Tu as beaucoup de bassins d'emploi dans le coin. Ouais. Alors, beaucoup de grosses entreprises. tu as des grosses entreprises, tu as certaines zones industrielles, mais tu as également des hôpitaux qui drivent à la fois du courte durée et de la longue durée. Les colocs aussi, tu as énormément... Tu as un gros centre hospitalier universitaire, donc les colocs, les internes, tout ça, Ouais. ça marche bien. Je connais des gens qui font ça dans le coin, qui ont 3 colocs autour des hôpitaux. Je m'inquiète pas pour eux, quoi. En général, les colocs près des hôpitaux, ça fonctionne bien parce qu'en effet, tu as les internes et tu as les étudiants d'infirmières et infirmiers. Ouais. Et ça marche bien. Et puis tout le personnel hospitalier qui aime bien se loger en coloc. Coloc, souvent, on pense forcément étudiant. Alors que. Et je pense Il aime les câlins. Il aime l'immobilier. Coloc, c'est vrai qu'on pense toujours étudiant. Tu sais, on dit voilà, je fais une coloc, je vais mettre de l'étudiant. Alors qu'on se rend compte qu'on a pas mal de jeunes travailleurs en coloc. Ouais. En fait, j'ai posé la question à ce couple qui investit en coloc, et ils m'ont dit notre public, c'est peut-être entre 20 et 25% d'étudiants seulement. Ouais. Après, c'est beaucoup de jeunes actifs. Ils me disaient en fait que la solitude, c'est un vrai souci maintenant sur les jeunes actifs, ce genre de choses-là. Et donc, la coloc, ça marche bien. C'est une croissance à 2 chiffres tous les ans, je crois, sur le marché français. Ouais, la coloc, ça a 10, vraiment 11 explosé. par an, Les dernières stats, je t'avoue que je les ai pas en tête, mais Il a l'air d'accord. il est super d'accord. Mais en effet, la coloc, c'est un marché qui est intéressant. Enfin, moi, j'ai de l'expérience en coloc et si tu veux, je me rends compte qu'en effet, il y a assez peu d'étudiants finalement. Ouais. Ça rejoint ce que tu dis, à peu près 10-20%. Et au niveau des tranches d'âge, je dirais entre 20 et 30 ans, quoi. 20, 30 ans, 35 ans. Et on se rend compte que c'est des gens qui aiment vivre en coloc, qui vivent en coloc par choix, si tu veux. Et qui sont là en mode, des CSP forcément, c'est pas des gens qui gagnent énormément d'argent puisque là ils vivent pas en coloc, mais voilà, entre 1000 et 2000 euros on va dire de revenus, c'est un peu ce public là. Ouais. D'accord, nous là on essaie de faire un immeuble, hein, on est sous compromis comme je t'ai dit, mais notre prochain bien on aimerait bien essayer la colocation, c'est un peu plus rentable en général. Ouais, c'est rentable, surtout sur des marchés tendus comme ça, quoi. C'est ça, et là on est dans une région qui s'y prête vraiment bien. Je te dis, je connais des gens qui font que ça et ils en sont plutôt très contents, quoi. Ouais. Après, il y a une solution sur des marchés extrêmement tendus comme ça aussi, c'est du patrimonial pur et dur. Alors c'est pareil, on sort un peu de gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans, mais en effet, du patrimonial à faire de la rénovation et à revendre plus cher, vraiment en cherchant la plus-value, hein, en l'ayant en tête, sur ce genre de marché, ça te permet de sauver les meubles, on va dire. Parce que tu n'as pas en renta, tu l'as en... Faut le trouver ailleurs. Ouais. Après, c'est un beau levier de négo, on en parlait tout à l'heure. Hein. Quand tu justifies ton offre ou ta négo, ça marche mieux que si tu dis rien. Dire je veux 50 000 balles de moins, ça parle pas aux gens. Dire par contre je vais devoir financer à 60 000 euros les travaux, bon je vais en prendre une partie pour ma pomme, mais j'ai besoin d'un billet de 50, j'ai besoin de moins 50 sur le prix annoncé. Quand tu justifies, tu as toujours... ça aide à la décision, ça aide au mouvement en face. Ouais, tu objectives ton offre. C'est ça. En fait, le factuel, ça marche bien pour ça. Le factuel, ça marche bien. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des offres écrites ? Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien parce que c'est concret, quoi. C'est ça, je trouve c'est ça pas plus juste concret. un truc envoyé en l'air, bon allez, je te le prends à 120 000 balles. Ça fait pompeux, d'ailleurs, c'est parfois un peu snob. Puis c'est pas concret. Et puis le mec, tu lui poses une offre écrite, il est devant son papier, il fait. C'est ça. Ça donne de la. la. Je prends pas. Ça donne de la matière, ouais, quoi. Ça donne de la force. Et puis, dans l'intellect des gens, dans leur tête, un écrit, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est solide un papier, c'est... Une signature, un papier, une date. Tu poses ton nom, tu poses une date, tu as des conditions écrites, c'est rassurant, plutôt que d'avoir un hypothétique acheteur qui t'a dit oui, je vous le prends à 100 000 balles,
Et puis, mais derrière, t'as pas de concret. Ouais, mais s'il me plante, mais si machin, mais si truc. Non, t'as un écrit, t'as une preuve, t'as un engagement. Ouais. Ça parle aux gens, c'est important. Je me suis mis à le faire et tu sais, je vais même te dire mieux, je me suis mis à le faire, c'est-à-dire que j'envoie l'offre écrite, enfin un scan de l'offre écrite par email et j'appelle pour dire je viens de vous envoyer l'offre et expliquer pourquoi elle est si basse. Ouais. Nous avec Simon on fait pareil, et quand on a fait nos offres, parce qu'on a fait pas mal d'offres avant d'avoir… Simon, c'est ton associé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait ce qu'on fait c'est que j'ai un template qui est préfet pour faire des offres sur mon PC Ouais. et j'ai des photos des signatures que j'ai juste à coller, comme ça Ok. je fais mon PDF, je remplis le prix, je fais mon PDF, Ouais, je rajoute une adresse, envoyé, fini, c'est réglé en 30 secondes, mais le poids n'est pas le même. Le poids n'est pas le même. Et moi, je mets aussi un truc qui sert à rien. Mais pareil, le poids n'est pas le même. Je mets la référence cadastral. Je dis voilà, Pas mal. veuillez trouver 6 juin mon offre pour le bien situé, tatata. Référence cadastrale MN 092. D'accord. Tu sais, ça fait professionnel. Et pareil, on en parlait tout à l'heure, ça met un peu de poids dans ta balance. Tiens, tu sais que les infos du cadastre, c'est public. Tout à fait. Et du coup, ça, je m'en suis servi en négo. Ah, comment t'as fait? Enfin, servi en négo, pas pour négocier, mais par contre pour être crédible. Ok. Surtout quand tu es un peu jeune par rapport à la moyenne des investisseurs. Ouais, C'est pas compliqué, j'ai pris le lien, j'ai appelé le cadastre, puis je me suis fait sortir la matrice cadastrale, et puis je repris tout l'historique des travaux qui avaient été faits, toiture, machin. Donc je suis arrivé en discussion avec le vendeur, là pour le coup c'était le propriétaire direct, il n'y avait pas d'intermédiaire. Je fais ben voilà, parlez-moi un peu du bien, il m'en parle, blablate. Puis je fais alors en telle année je crois que vous avez fait ça, vous avez les documents justificatifs, machin, mes trucs. Et puis T'as d'ailleurs vu que ça les vous… parcelles avaient changé? Mais oui. Et puis j'ai les historiques des déclarations de travaux, des permis de construire, des choses comme ça. Là, qu'est-ce que vous avez gardé les factures? Oui, non et tout. D'ailleurs j'ai vu que vous n'avez pas le bien en propre, vous passez par votre SCI qui s'appelle autant, machin, mais vous êtes tout seul, vous avez un associé, ça se passe comment au niveau décision? Le mec il me fait vous avez bien bossé votre dossier? Bah, un petit peu quand même Ça quoi. t'a donné une professionnalisation C'est supplémentaire. ça, c'est ça. Et puis alors que lui est investisseur, je lui ai appris qu'en fait les infos cadastrales étaient publiques. Ouais, tout à fait, c'est public. Ouais. Donc, Alors, tu peux y aller, tu y es allé toi au cadastre? bien sûr. Alors, ils te les donnent et ils commencent à les donner par mail. Ah, ça, j'ai pas eu. Ouais, moi j'arrive à en avoir, mais tu as juste, tu sais, la feuille. T'as moins d'infos, mais tu as la feuille avec le nom du propriétaire. Ouais, t'as pas le etc. dossier quoi. T'as pas le dossier complet. Ils t'ont fait payer le dossier? Non. Il y a des apparemment, alors chez moi non plus, mais j'ai entendu dire qu'il y avait certains endroits où ils faisaient payer le prix de la photocopie, quoi. D'accord. Bon, pourquoi pas, on s'en fout. C'est un détail pour moi. C'est pas très cher. C'est pas très cher par rapport à ce que ça peut, rapporter. Mais là, pour le coup, on a apporté crédibilité, quoi. On voulait paraître crédible, donc le mec, il a fait OK. Ils savent ce qu'ils font, ils ont bossé leur dossier, quoi. Ok, et ton immeuble, du coup, il est pas loin? Non, bah écoute, si tu veux, je rentre le cheval et puis on y va. Ok, je te laisse le rentrer, je te suis, enfin je vais avec toi. Hein, je te laisse, c'est toi le professionnel. Professionnel, Ouais, c'est ma Tout ce conjointe. qui est Hein. immeuble, je veux bien, tu vois, on va parler de ton immeuble. Par contre, le cheval, je te le laisse. Reste à savoir s'il va me faire courir le canasson. Ah oui, peut-être qu'il va te… Non, ça va, il est sympa. Non. C'est quoi son prénom? Joy Jumper? J'ai même pas envie de te répondre. Enfin, comme ça, moi, tu me dis Roubaix, par exemple. En emploi, c'est sinistré. En fait, c'est pas compliqué d'un point de vue purement locatif à Roubaix. Tu as 10 quartiers absolument où il ne faut pas aller Ouais. pour un quartier bien. C'est ça. Mais d'où l'importance Connaître. de toujours connaître son marché et de Totalement. faire ses devoirs. Les devoirs. J'aime bien l'expression. Oui, des j'ai tout le devoirs. temps faire ses devoirs, j'aime bien. C'est propice à Roubaix. En fait, si tu as beaucoup d'étudiants du supérieur. Ouais. Autour, tu as une école d'info, une fac, un IUT, une école d'ingénieur, une école d'art, Ouais. une autre école d'art, un truc de langue étrangère. Roubaix, c'est 11% de population étudiante du supérieur. Ok. Voilà, Donc logement étudiant, du coup. en partie. Alors, C'est celui-là? ouais, c'est celui-là. Ok. La façade, comme d'habitude, fait rêver quand on achète. Mais c'est bien. Moi, tu sais, quand je vois un immeuble comme ça, je me dis, ah, on va faire une bonne affaire. Ouais, Clairement. c'est ça. En fait, bon, la façade, finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tu regardes, le haut, les jointures sont propres, la toiture a 7 ans. Finalement, c'est pas mal. Bon, bien sûr, il y a un coup de peinture à mettre en bas, tout ça. Donc, que ce soit le rez-de-chaussée, le premier ou le deuxième, en fait, c'est 3 appartes, 45, 50, 55 mètres carrés. Là, à droite, c'est la cage d'escalier. Ok. Ils sont tous, même le rez-de-chaussée, sont tous déclarés en local d'habitation. Ouais, parce que là, je vois, c'est du commercial, mais en fait, non, c'est de l'ancien commercial. C'est de l'ancien commercial, Ok. c'est l'habitation qui a plus de 10 ans, j'aurais aucun problème. Ok.
Ok, donc les surfaces peuvent paraître un peu grandes pour l'étudiant, 40, 50, 55 mètres carrés, Ouais. mais le bien pas forcément très cher. Et en fait, je triche un petit peu. J'ai fait mes études ici, je connais bien le coin. Ok. Genre, j'ai fait une école d'ingénieur qui est genre à 300 mètres par là-bas. Ouais. Et en fait, on va viser les populations de thésards, Ok. parce que je connais encore tous les gens à l'intérieur. Donc thésards et étudiants qui viennent de l'étranger. Ok, donc ton but c'est quand même d'aller cibler le haut du panier. Le haut du panier. Le haut du panier, les gens qui Voilà. ont des moyens. Voilà. Alors certains étudiants ici ont beaucoup les moyens aussi. Mais il y en a vraiment, c'est pas à la marge. Mais en plus, par un peu de réseau et un peu de connaissances, bah, Ouais, je serais stupide de ne pas m'en servir. Quoi. Ouais, c'est clair, À un c'est moment, clair, quand tu as une force, tu t'en sers. Quoi. Donc, voilà. Tu fais quoi, 3T2 Ouais, c'est ça. 3T2, meublé? Meublé, même si on est deux, même en indivision. Ah oui, alors attends, parle-nous de ça parce que T2, enfin T2, non, t'es pas deux, t'es toi et ton associé, vous êtes deux. Oui. Donc, vous faites du meublé. Ouais. Donc, tu as calculé que c'était mieux de ne pas faire un montage en société Ouais. pour pouvoir être à l'IR et bénéficier des amortissements et de plein de choses qui sont intéressantes en C'est meublé. ça. Et donc, vous êtes en indivision. Oui. Est-ce que ça vous a posé des problèmes? Attention aux banques. Les banques, ça leur fait peur, l'indivision. Ouais, ça fait un peu peur aux Ça banques. fait un Ouais. peu peur. Mais nous, on le fait parce qu'on veut pouvoir. L'immeuble est prêt à être séparé, quoi. Donc, si jamais on doit arbitrer bientôt, d'ici à 4-5 ans, on doit arbitrer. En fait, c'est facile Petite découpe. de découper puisque tout est déjà prêt à l'intérieur. Il faut juste faire passer le géomètre et créer la cour. Ouais, créer la copro. Et en fait, à l'intérieur, c'est des vieux bâtiments, ça a plein de charme. Premier et deuxième étage notamment, c'est un parquet chevron magnifique. Ah ouais. C'est des choses qui. Des cheminées, j'imagine. Oui, des choses qui créent de la valeur à la revente. Ouais. Donc en fait, on veut pouvoir se garder la possibilité de revente sans se faire défoncer à la plus-value, quoi. Est-ce que tu as des exemples d'une anecdote qui t'est arrivée sur une visite, sur des travaux, un truc, une tuile Alors, une tuile évitée. Une tuile évitée? Pas sur ce bien-là, Ok. mais en fait, on voulait soit faire de l'immeuble de rapport, soit faire de la coloc, parce que c'est rentable la coloc, Ok. et la zone s'y prête bien. Ah, on en avait parlé, ouais. Ouais. Et en fait, on a visité une maison, alors la maison ravagée, quoi. Il fallait garder les murs. Ok. Tu gardes les murs, les planchers. Rénovation totale. Rénovation totale, rentable, machin, truc, mais bon, travaux. Et en fait, j'ai visité la maison et au premier étage, le sol était pas très droit, tu vois, ça penchait un peu. Ouais. Et je me suis dit, bon, je m'en fous, c'est pas grave, de toute façon, tant qu'à rénover, on me ragrée, on fout un sol droit et puis voilà. Ok. Et en fait, suite à quelques échanges dans la formation machine à bonnes affaires, Ah oui, t'as fait la machine à ouais, laver, j'ai fait machine à bonnes affaires parce que la checklist m'intéressait, quoi. Ouais. Et du coup, je suis allé au deuxième étage parce que j'ai eu peur des problèmes de planéité. Et en fait, je me suis rendu D'accord. compte que le premier étage était comme ça, puis le deuxième étage, il était comme ça aussi. Donc en fait, la maison a tourné sur sa dalle. D'accord. Et là, je me suis barré en courant, quoi. Ok. Pourtant, Donc t'as failli te faire avoir, c'était rentable. mais tu t'es pas fait avoir. Non, Ok. c'était rentable et il y avait une chance qu'il se passe rien, mais je prends pas le risque, je me suis barré. L'importance de la connaissance, de la formation, et tu t'es pas Ouais, fait avoir. en je effet. voulais... Ça aurait pu coûter cher. Bah, parfois, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si la maison est Mais stabilisée, tout va bien. le risque, je l'ai pas pris. Mais en effet, si elle n'est pas stabilisée, bah, il y a un risque. Le risque, je l'ai pas pris. Les lézardes, c'est pas mon truc. Les Ça, lézardes. c'est de la lézarde, je pense, dans les murs qui. Ouais, alors les lézardes, c'est les grosses fissures en fait. Ouais, c'est ça, c'est- Les fissures, c'est pas ouvert, et la lézarde, elle est. Ouais, c'est ça. Et en effet, la lézarde, quand tu vois une lézarde, tu peux t'en aller. Pareil, hein, il y a des choses qu'on peut rattraper, il y a des choses qu'on peut. Mais tout ce qu'on veut, mais pourquoi se tirer une balle dans le pied quand tu vois? Des biens, il y a des nouveaux biens à vendre tous les Des jours. biens, il y en a plus que ce qu'on peut en acheter. C'est ça. Donc voilà, ouais, ça fait partie des points. Donc nous, pour identifier la zone ici, en plus du fait que je la connais, on a fait un tour sur la démographie, les quartiers, quel potentiel dans quel quartier, taux de chômage, enfin on a vraiment Ouais. poussé les chiffres, quoi. Et oui, bah alors c'est clair qu'en plus ici, tu as poussé vraiment la recherche de voir le taux de chômage, combien gagnaient les gens, Ouais, pour ouais. identifier vraiment le petit secteur où Ouais. en On effet. a fait le tour des commerçants dans plusieurs quartiers pour Ouais. vérifier le problème de sécurité. Ah ouais, Ça ok. reste des quartiers populaires, hein, T'as fait ton enquête. Ouais, et ici, en fait, sur les 11 000 étudiants de la population de Roubaix, ici, dans moins d'un kilomètre, sachant que j'ai un métro là à 150 mètres, Ouais. dans un kilomètre, 2 grands max autour, j'en ai 8 000. Ça va. Bon alors, bon écoute, il y a une question qui me brûle les lèvres, je suis obligé de te la poser. Tu l'as négocié cet immeuble. Ouais. Alors, vite fait, prix d'achat, enfin même pas prix d'achat forcément, on s'en fout, mais prix terminé, Sans projet terminé, Ah, avec les travaux et tout, avec les travaux de 201. 201, En comptant le frais de notaire, travaux, tout la totale, et ça sera loué tous les mois, tous les apparts, 1700 hors charge. 1700 hors charge. Ok.
Donc ça te fait un rapport On est à 10,2% en brut. en brut. Et on arrive à du 8,5 net parce qu'on n'a pas d'impôt pendant quasiment 7 ans. Pas d'impôt grâce au LMNP et un montage bien fait. Ouais. Et du coup, du cash flow? Ouais. Alors, à nuancer selon les frais de comptable, des petites nuances, mais en gros, ça tournera entre 450 et 500 euros au mois Ce qui est plutôt bien. pendant 7 ans. Pendant Presque 7 ans, 6 ans, 8 mois ou un truc Un comme investissement rentable. Ok. ça. Ouais. Le premier? Ouais, alors quel est le but? Le but est de continuer? Ouais, le but est de continuer. Alors nous, on a une trésor, on a un an de trésor, un peu plus d'un an de trésor sur ce bien. Ok. Le but, c'est de recumuler un an de trésor pour faire l'autre bien. Ok, nickel. Voilà. Bonne stratégie. Puis à un moment, celui-là génère du cash, mais l'autre générera du cash. À côté de ça, on a l'épargne de nos salaires pour l'instant parce qu'il faut bien que le cash vienne de quelque part. Et puis on mettra X mois pour avoir assez de cash pour faire le deuxième. Ouais. Et on mettra moins de mois pour faire le troisième parce que du coup, il y aura 2 sources de cash. Bah ouais, Voilà. puis tu verras que ça se trouve, la banque, au bout de 6 mois, va te dire, voilà, tu vas représenter un autre projet, et puis bah, ils vont considérer que tu as une expertise Ouais, mais ça, suffisante. là, je suis moins d'accord. C'est l'éclairage banque, mais nous, on veut être Tu safe. veux être donc en sécurité, on veut, plus que ça. on Ok. veut plus de cash. Bah, Ça, c'est notre choix. à nous. c'est pas une mauvaise philosophie. Alors après, bien sûr, quand on aura beaucoup plus de cash, peut-être qu'on sera un peu plus transigeant parce qu'il n'y aura jamais des problèmes sur tous les biens C'est ça, en même temps. c'est ça. Mais là, pour le début, pour se construire, on préfère y aller doucement, mais faire des pas sûrs plutôt que de marcher sur une planche branlante. Ouais, ok. Ouais, mais c'est une question de diversification, en effet. Plus tu es diversifié, moins il y a de risques. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est un beau projet. J'espère que ça va bien se passer au niveau des travaux. Il y aura forcément des trucs, Il y a toujours des tuiles. il y aura forcément des tuiles, mais l'important, c'est de les anticiper. Et puis, le cash, il sert aussi à combler les tuiles, quoi. L'année d'esprit tranquille. Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie de me l'avoir montré. En tout cas, je vais te souhaiter bonne chance pour la rénovation. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va manger un truc. Tu sais, moi, quand je vais à un endroit, j'aime bien... Qu'est-ce qu'on mange ici, là? La bière, ça se mange. Non, la bière, ça se mange pas. Alors, fricadelle? Ouais, il y a moule frites, il y a fricadelle, Fricadelle, ça histoire me dit d'être bien. local, quoi. En fait, il faut que je t'avoue un truc, je suis pas venu ici pour te voir et pour parler de négociation. Je suis venu pour la fricadelle. Fous-toi de moi. Donc emmène-moi dans un endroit sympa. Bon, allez, on y va. On y va? Allez. Ouais, allez. Salut, à bientôt l'immeuble. Hein. Ouais. Je vais le voir souvent, moi. Vivement qu'il y ait des locataires là-dedans Ouais, quand c'est même. ça. Quand même. Et voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. J'espère que Guillaume t'a appris des choses. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à nous soutenir. Et puis, si ce n'est pas le cas, demande à quelqu'un qui l'a apprécié de nous soutenir. Moi, je file. On a passé une super soirée avec Guillaume hier soir. Mais là, j'ai un train à prendre. Je repars sur les routes pour le prochain épisode des rencontres rentables. Et je te dis à plus.